Bonjour. Bonjour. In this program, the last in the series, we'll be looking back over some of the language covered recently. But we start off by taking a closer look at the origins of that distinctly different southern accent we've been hearing so much of during the last few programs. This demonstration isn't about jobs or inflation, but the survival of a unique language now spoken by just a small minority of people in the south of France. It's called Occitan. In the Middle Ages, it was known as la langue d'oc, and it was spoken not only in the Languedoc region, but all over southern France. In the northern half of France, however, la langue d'oil prevailed. The words oil and oc both meant yes. As the language of the north, la langue d'oil was also the language of the kings of France, and as they came to dominate the whole of France, their language became the official French. So it's la langue d'oil, which has come down to us as the French we know today. Sadly, la langue d'oc fell into disuse, but there is evidence of it still in the sounds and intonations of a southern French accent. And the language itself never disappeared completely. Today, efforts in France to decentralize political power and strengthen regional identity have given new impetus to a revival of interest in l'Occitan. Alors nous allons voir aujourd'hui une chanson-poésie de Claude Marty, Es-tu mon village? Es-tu mon village, de vignes, d'olives et de mel? Tu mon village, calou turrado in fer. Until 1970, Occitan was not part of the school curriculum. Today, it's a popular subject at high schools like this one in Pézenas. A small but vocal minority are pressing for full recognition of Occitan as an official language in the area. Occitan is a foreign language in its own country, rarely heard outside demonstrations or the classroom. Why learn it? We asked a teacher of Occitan in Pézenas, André Noss. D'abord, la langue d'oc, c'est une véritable langue et non pas un dialecte. Des conditions historiques ont fait que cette langue a été supplantée, du moins officiellement dans le sud de la France, par la langue française, par la langue d'oï. Mais c'est une véritable langue avec une littérature importante, riche, en particulier riche au XIe, XIIe, début du XIIIe siècle, avec les premiers grands troubadours français, et ensuite une littérature qui a continué à exister et qui continue à exister même aujourd'hui. Yves Rouquette is a leader of the Occitan movement. It's an association of cultural and political groups united in their aim of defending the language. Mais le mouvement occitan, c'est l'ensemble des forces, des personnes, des associations, des organisations, des gens en particulier, des gens regroupés, qui ne veulent pas que la langue d'oc meure et qui veulent la faire entrer dans le monde contemporain. Le mouvement occitan a commencé à quelle époque? Il a commencé avec l'annexion, c'est-à-dire à partir du moment où notre pays a été annexé par la France, il y a des gens qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour maintenir des libertés, et entre autres libertés, la liberté de parler et de faire chanter sa langue. Est-ce que vous pensez qu'il y a un renouveau d'intérêt pour l'occitan? Oui, ce renouveau d'intérêt existe, et c'est un renouveau surtout parmi les jeunes. Les jeunes qui sont sensibilisés non seulement par la langue occitane, mais qui sont sensibilisés par la chanson occitane, par la littérature occitane, par le théâtre occitan, et aussi par les problèmes que l'occitanisme soulève. C'est qu'il y a 20 ans, personne ne savait qu'il y avait une langue qui valait la peine d'être parlée, d'être défendue et d'être illustrée. Il y avait très peu de monde. Qui pensaient que ça valait le coup de vivre au pays. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens qui commencent à se dire les deux choses un peu à la fois. Il est important de préserver les langues régionales, selon vous? Les langues régionales ne sont pas simplement des restes folkloriques. Ils expriment souvent l'âme profonde d'un peuple. Il y a des choses que l'on peut dire en occitan et qu'on ne peut pas dire en français. Magali, comment comprends-tu ce vers calou, turrado, in fer? Espero que las saisons soient différentes.
Oui, parce que les saisons... However foreign the language is to these students, Occitan speaks of the world they know and a way of life still dominated by vineyards. Oui, beaucoup de vignes. Vous savez que lorsque l'on se déplace, ne serait-ce qu'aux alentours de Pézenas, on traverse une mer de vignes. C'est pour cette raison que, ici, l'auteur dit « Quand la vigne va mal, dans mon village, il nous faut fermer la maison ». Autrement dit, tout est conditionné. For the moment, the revival of Occitan is a literary and academic one. Whether it becomes a truly popular revival with political influence remains to be seen. Later in the program, we'll be reporting on another local issue of a very different kind, which made national and international news in the 1970s. But first, another look at some of the language points we've covered over the past few programs. The thing we've been concentrating on recently is how to talk about the past. But not all expressions about the past use the past tense in French. For example, vous êtes ici depuis longtemps? Have you been here long? Je suis ici depuis une semaine. I've been here for a week. Vous êtes? Je suis. Notice that we use the present tense when we're talking about how long we've been doing something. We asked players in the Pézenas Rugby Club how long they'd been playing the game. Vous jouez au rugby depuis combien de temps? Jean-Rieux, vous jouez au rugby depuis combien de temps? Je joue au rugby depuis 16 ans. J'ai commencé dès l'âge de 9 ans en scolaire, donc je vais attaquer ma 17e saison cette année. Vous jouez au rugby depuis combien de temps? Je joue au rugby depuis 16 ans. We went on to ask Jean if he'd been in the team for long. Vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? Vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? C'est ma 2e saison exactement, puisque j'ai débuté, j'ai fait tout mon apprentissage à Béziers, jusqu'en junior, et dès que j'ai été senior, j'ai joué dans mon village, à Cazoul-les-Béziers exactement. You'll probably have noticed the use of the perfect tense there. J'ai fait mon apprentissage, I did my apprenticeship. Dès que j'ai été senior, when I was in the senior team, j'ai joué dans mon village. I played for my village. Look out for more examples of the perfect tense in the next 2 brief interviews with the player and the president of the club. Daniel Vaillet, vous jouez au rugby depuis combien de temps? Il y a maintenant 7 ans que je joue au rugby. J'ai commencé à l'âge de 22 ans, j'ai actuellement 29 ans. Et vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? Il y a 5 ans que je joue à Pézenas. Moi j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, et j'ai joué jusqu'à l'âge de 31 ans. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai commencé, I started. J'ai joué jusqu'à l'âge de 31 ans. J'ai joué, I played. To say what you did or what you have done, use the appropriate form of the verb avoir, to have, followed by the main verb. As you've seen, there's a special form of the main verb in this sort of phrase. With an ER verb, like commencer, it's commencer. With an IR verb, like finir, it's fini. And with an RE verb, like vendre, it's vendu. Vous avez réservé. Vous avez choisi. Vous avez fini. Vous avez bien mangé. Vous avez payé. Non, j'ai perdu mon argent. As with all the best rules, there are plenty of exceptions to this pattern. Most of them useful and common words. You just have to learn them as you come across them. But not all verbs are used with avoir when you're talking about the past. Some go with être. For instance, je suis arrivé. I arrived or I have arrived. Je suis venu. I came or I have come. There are several other examples of verbs that go with être in the next interview, where we were speaking to Edmond Charlot, who runs a second-hand bookshop in Pézenas.
Monsieur Charlot, est-ce que vous êtes de Pézenas? Non, je ne suis pas de Pézenas. Je suis né en Afrique du Nord, à Alger. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir à Pézenas? J'ai été libraire, d'abord, puis éditeur. Et j'ai été également attaché culturel au Maghreb et en Turquie. Vous êtes donc allé dans beaucoup de pays? Oui, je connais bien l'ensemble de la Méditerranée, mais je n'ai travaillé qu'en Turquie, en Algérie et au Maroc, où je suis resté les 7 dernières années de mon travail. Je suis né, I was born. Vous êtes allé, you went. Je suis resté, I stayed. So far, we've been going over ways of saying what happened using the perfect tense. But you may remember that we also talk about the past using the imperfect tense. The imperfect tense refers to what has been going on over a period of time or what used to be. In last week's program, we visited the splendid old theatre in Pézenas and talked to the daughter of the former concierge. Madame Arnaud recalls how the theatre used to be in her youth. Les gens venaient de loin pour assister au spectacle? Eh bien, c'est-à-dire que tous les villages environnants venaient, parce que le théâtre, bon, on y voit de partout. Alors, les gens préféraient venir ici que d'aller dans une autre ville. Et vous-même, quand vous étiez jeune, vous veniez au spectacle? Ah oui, on n'en manquait aucun. À part que maman nous défendait de venir quand c'était des troupes, disons, un peu osées. Madame Arnaud began by saying that all the neighboring villages came to the theatre. Tous les villages environnants venaient. Les gens préféraient venir ici. People prefer to come here. We asked her if she came to see the shows when she was young. Quand vous étiez jeune, vous veniez au spectacle? She replied that she never missed any. On n'en manquait aucun, except when they were the more daring companies. Quand c'était des troupes un peu osées. Listen for more examples of the imperfect tense as Madame Arnaud tells us about the actors in the theatre. Les acteurs, vous les connaissiez personnellement? Ah oui, madame, oui. On les connaissait parce qu'ils venaient à la maison, ils prenaient les clés, ils venaient prendre le courrier. Puis étant donné que chaque année à peu près c'était les mêmes, on connaissait très bien. Maman d'ailleurs les appelait par leur prénom et nous étions très 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 bien. L'ambiance était bonne. C'était une très 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 bonne ambiance, en tout et pour tout. The imperfect tense is the easiest one of all to get right. If you'd like to remind yourself how to form it, the book, À vous la France, will help you. It's also important to remember when to use the imperfect tense and when to use the perfect. We use the imperfect tense when we're talking about something that happened repeatedly or continuously, and the perfect tense if we're talking about a single action or event which happened at a definite moment in time. So, for example, il faisait chaud quand je suis sorti. It was hot when I went out. Il faisait, imperfect. Je suis sorti, perfect. Have a look at another example. Il faisait nuit. Je suis sorti de l'opéra. Il y avait du vent. J'ai traversé la place. Elle était déserte. J'ai vu un restaurant. Il était fermé. L'église a sonné minuit. Je suis rentré chez moi. At the beginning of the program, we looked at one aspect of a Languedoc's strong spirit of independence, the revival of interest in the region's old language. In our final film report, we look at the resistance of a handful of farmers to interference from the state, what was to be known as La Lutte du Larzac, the Battle of the Larzac. Le Larzac is a high, bleak plateau in the north of the Languedoc. Not many people live in the area. They're mostly farmers working in isolated farms, producing sheep's milk for the famous local cheese, Roquefort.
There's only one small town at the center of the plateau which supports a military base, and around the town is a training area. Problems began when the military wanted to extend the area from 3,000 hectares to 14,000, forcing people out of their farms. The struggle to resist this move became first a national and then an international cause in the 1970s. It lasted 10 years and ended in victory for the farmers. In this report, we talked to one of the farmers involved, Léon Maillet. He outlines the history of La Lutte du Larzac. As you'd expect, you'll hear plenty of examples of the perfect and imperfect tenses we've been looking at over the past few weeks. L'affaire du Larzac a commencé il y a 10 ans de cela, parce que l'armée voulait agrandir un camp militaire qu'elle possédait depuis le début du siècle, un camp qui faisait 3000 hectares, et elle voulait l'agrandir de 14 000 hectares de plus. Alors bien sûr, la centaine de paysans qui étaient concernés donc par ces expropriations se sont réunis et ont mené une lutte qui a duré 10 ans, une lutte non violente qui finalement a été victorieuse. Le Larzac est un plateau dans le nord du Languedoc. Les paysans n'y sont pas très riches. La terre est pauvre. Il est donc difficile d'y faire autre chose que d'élever des moutons. Cela faisait des années que le plateau se dépeuplait. Les jeunes partaient chercher du travail à la ville. Les vieux restaient au pays, seuls habitants de petits villages de plus en plus vides. Le gouvernement ne s'attendait donc pas à beaucoup de résistance au plan qu'il avait de transformer la région en un vaste champ de manœuvre. Mais le peu d'habitants qui restaient sur le plateau n'étaient pas tout à fait du même avis. Une centaine d'entre eux, fermiers et villageois, se sont regroupés et ont formé un comité pour la défense du Larzac. Le premier acte de ces paysans en colère a été de signer un pacte où ils s'engageaient à ne pas vendre leurs terres à l'État. Personne ne savait à l'époque que ce conflit local était en train de devenir un grand événement dans les affaires intérieures du pays. Le Larzac avait une très grande audience dans l'opinion publique, nationale et internationale, et même encore le Larzac, même si vous allez au Japon et que vous parlez du Larzac, on sait ce que c'est presque. Le Larzac est devenu très célèbre parce que ce sont des paysans, donc des gens de la terre qui ont mené eux-mêmes une lutte, et non violente, ce qui est aussi original. Les écologistes, les antimilitaristes et tous ceux qui défendaient les droits de l'individu contre l'État arrivaient par milliers sur le plateau. Le gouvernement, mécontent de cette résistance, décidait donc d'imposer un ordre d'expropriation aux paysans. La vie sur le terrain a été souvent mouvementée. La nuit, le jour, on était dérangés parce qu'il y avait des escarmouches ou des accrochages avec les militaires en manœuvre sur nos terrains, ou parce que aussi les militaires occupaient des maisons qu'ils avaient achetées. Il y avait des fortins militaires. Alors les militaires étaient mélangés avec les civils et il y avait toujours des disputes de limites, des accrochages, la police venait, les autorités venaient. C'était quelquefois agité, quelquefois dur même. Quelles ont été les grandes étapes de la lutte du Larzac? Les grandes étapes qui ont été originales, ça a été les grandes manifestations où il y avait ici sur le plateau 50 000 ou des fois 100 000 personnes. Ça a été aussi les marches sur Paris, marches à pied, marches en tracteur. Il y a eu aussi le camping sous la Tour Eiffel, ainsi que sur les péniches. Il y a eu aussi les grandes actions de désobéissance civile, de renvoi de papiers militaires. Souvent nous sommes allés en procès parce qu'on a quelquefois fait des actions illégales mais toujours légitimes. Nous sommes même allés une fois en prison, mais ça ne nous a pas empêché de gagner au bout de 10 ans. En mai 1980, les paysans du Larzac remportaient leur plus belle victoire. La justice tranchait et déclarait l'ordre d'expropriation comme étant non valide. Un an plus tard, un nouveau gouvernement arrivait au pouvoir et le Larzac était libre. La lutte des paysans du Larzac a eu un effet assez inattendu sur la vie du plateau.
Pendant la lutte, il est arrivé des jeunes militants pour nous aider et qui en même temps se sont installés paysans sur des petites fermes qui étaient libres. Et petit à petit, ils sont devenus des vrais paysans comme nous et d'ailleurs maintenant ils restent sur le Larzac avec leur famille, leurs enfants et ils sont paysans. Jean-Claude Roussel est arrivé dans la région au moment de la lutte. À l'époque, il était venu aider les paysans dans leurs combats. Puis, il a voulu s'y installer et il a acheté une ferme. Pourquoi avez-vous choisi le Larzac? Pourquoi le Larzac? D'abord parce qu'il ressemble un peu au pays que j'ai connu, où je suis né. Parce que c'était un endroit où on pouvait encore faire de grandes choses et parce que c'était un plateau où il y avait des problèmes, on pouvait se battre. Et surtout parce que c'était un endroit où il y avait une certaine dépopulation. Aujourd'hui, il a 140 chèvres et une installation moderne dans sa ferme. Il tient à son autonomie. Il fait et il vend son fromage lui-même. Il refuse catégoriquement de travailler pour les grandes fromageries de la région. Sur le Larzac, on a la possibilité d'avoir de grands espaces, on a la possibilité de récupérer des terres, on a la possibilité d'installer des jeunes, mais pas forcément dans un style d'agriculture, disons, productive, qui va vers une productivité croissante. Ce qu'on voudrait arriver, c'est pouvoir mettre en place une autre forme d'agriculture. Pas forcément des gros tracteurs, des grands bâtiments, des super productions, mais simplement revenir à des choses beaucoup plus raisonnables. Ne pas devenir, par exemple, des salariés de Roquefort, d'une coopérative, ou des salariés simplement du Crédit Agricole. On voudrait une agriculture particulière. Selon Jean-Claude, la lutte du Larzac a permis aux paysans de reprendre leur indépendance, de redevenir maîtres chez eux. Est-ce que la lutte a changé la vie sur le plateau? Oui, sur le plateau ici, la vie a été transformée, la vie agricole, le travail n'est plus tout à fait le même, on ne travaille pas toujours dans le même esprit maintenant, et la vie sociale aussi, les gens maintenant se tutoient, s'appellent par leur prénom, les gens s'embrassent quand on arrive aux réunions, disons, on fait partie d'une grande famille. And so we come to the end of our last program in this series. We hope you found À vous la France a useful starting point for learning or relearning French. If you're tempted to try out your French in France, bon voyage. But remember that there are many ways of getting more practice with the language without crossing the channel. French newspapers, magazines and radio programs, as well as libraries and local study centers, can all help you to keep up to date with the language and things French. Here on television, you can see 5 documentaries called France Actuelle. They take a closer look at some of the stories touched on in our current series and explore the French view of life in today's France, La France Actuelle. But from Patrick and myself at least, bonne chance et au revoir.